Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ce soir, j'accueille Morgan pour son premier podcast NFL avec nous. Salut Morgan. Salut à tous. Sans plus attendre, on va se lancer dans le décryptage de cette semaine de compétition, cette Week 6 de NFL, avec l'affiche du week-end, un match complètement fou, un match complètement débridé avec des changements de score et puis une surprise, on peut le dire, je pense à la fin, avec la victoire des Titans 34-31 sur les Bills. Morgan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que c'est une performance à retenir pour les Titans qu'on a eu l'occasion de souvent critiquer pour leur défense, mais qui au final cette défense a été là au bon moment? Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses à retenir de ce match. Alors, je t'avoue qu'en le regardant, je pensais pas qu'il y aurait du suspense jusqu'à 6 heures du matin, mais ça nous a tenu toute la nuit. La défense des Titans qui a enfin tenu le coup face à une grosse attaque des Bills, parce que jusqu'à présent, la défense des Titans, c'était vraiment une passoire. Et à contrario, la défense des Bills, qui paraissait infranchissable, s'est complètement fait ravager par le bulldozer d'Eric Henry. Oui, c'est clair, c'est le joueur qui a sorti la performance à retenir de ce week-end. Il aura marché dessus comme un vrai rouleau compresseur, comme il sait si bien le faire. Il termine la rencontre avec 20 portées, 143 yards, 3 touchdowns. Et vraiment, j'ai ce touchdown en tête où il perd fort complètement cette pauvre équipe des Bills. Euh, Ah ouais, c'était une action incroyable. Et c'est ça qui m'impressionne toujours avec ce joueur, c'est que malgré son énorme gabarit, il est quand même ultra rapide. C'est pas comme on a plutôt l'habitude de voir des courses comme ça sur des running back pocket un peu à la CMC ou Dalvin Cook. Et c'est vrai que lui, malgré son énorme stature, il est capable de mettre une vue à n'importe quel defensive back. Et là, la course de 76 yards, c'était juste énorme, quoi. ouais, c'est clair. C'est une fois qu'il est parti, en général, on le revoit plus et on peut plus le plaquer. Derrick Henry, excellent joueur de l'université d'Alabama qui s'est vraiment imposé en NFL. Je sais pas ce que tu penses de cette équipe des Bills, qui sortait pourtant d'une énorme victoire, une victoire un petit peu statement contre les Chiefs, et qui cette fois-ci s'écrase un petit peu dans le money time. C'est peut-être un petit peu décevant pour cette équipe qui a de grandes ambitions, ou est-ce que tu penses que voilà, c'est juste une petite secousse sur la route et puis c'est pas très grave? Bon, je pense qu'il faut pas non plus trop s'alarmer du côté de Buffalo. Alors après, c'est vrai que moi, personnellement, je les mettais tout en haut de mon power ranking. Vraiment, ils m'avaient impressionné depuis le début de la saison. Je ne voyais pas qui pouvait les taper, même s'ils avaient perdu je crois que c'était un week one à Pittsburgh, il me semble. Oui, c'est ça, contre les Steelers. Mais depuis leur défaite inaugurale, ils avaient mis vraiment une trempe à tout le monde. Ils avaient mis ils avaient mis 35-0 à Miami, 40-0 à Houston. Alors, c'était pas des gros adversaires, mais de prendre 0 points en NFL, c'est quand même Ouais. 2 fois d'affilée quasiment. C'est juste énorme. Et moi, je les mettais vraiment, après ces 6 premiers matchs, tout en haut de mon power ranking. Là, ils m'ont un peu déçu, mais je pense pas qu'il faille s'inquiéter non plus de trop. La saison est longue et toutes les équipes, même les plus favorites, ont des petits passages à vide. Je pense qu'ils régleront ces petits soucis défensifs au long de la saison et on les retrouvera quand même loin dans les playoffs. Ouais, ouais, c'est clair. Je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense qu'au final, ce qu'on retient, c'est quand même une grosse équipe des Titans. C'est un grand Derrick Henry qui était voilà, hors norme. Surtout qu'ils ont encore un calendrier globalement facile, sans vouloir manquer de respect aux franchises qu'ils vont affronter, puisqu'il n'y a jamais vraiment de match facile en NFL. Mais bon, quand même, ils doivent jouer les Dolphins, on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, qui sont un petit peu en difficulté. Les Jaguars, les Jets, les Colts. Voilà, donc globalement, c'est un calendrier, je pense, qui est négociable pour eux. Une bonne Ouais, occasion, voilà. les 4 prochains matchs, là, normalement, ça fait 4-0, quoi. Miami, Ouais, ouais, Jacksonville, New York et même Indianapolis, on peut l'ajouter. Enfin, ouais, en ouais. tout cas, les 3 prochains, ça devrait être des matchs qui les remettent en confiance assez facilement. Ouais, c'est clair. Par contre, si on regarde du côté du calendrier des Titans, on va avoir les Chiefs la semaine prochaine. Et voilà, leur secondary est un petit peu en difficulté depuis le début de la saison. C'est pas une nouveauté. Euh, leur choix de draft, Caleb Farley, pardon, blessé pour le reste de la saison. Le secondary a quand même été pas mal en difficulté contre les Bills. Voilà, contre les Chiefs, ça sera un match, je pense, très intéressant parce que les Chiefs sont aussi un petit peu très irréguliers cette saison avec beaucoup de turnovers, beaucoup d'interceptions.
Mais bon, globalement, il y a la moyen de mettre le feu, en tout cas à la passe pour les Chiefs, et ce sera un gros test pour eux. Après, c'est les Colts qui sont, voilà, pas forcément une équipe facile à affronter. Les Rams qui sont pour le coup la vraie force, une des grosses forces de cette NFC. Donc voilà, ce sera des gros tests, cette équipe des Titans. Je sais pas si tu penses qu'ils peuvent, qu'ils ont ce qu'il faut pour embrayer suite à cette victoire. J'aimerais te dire oui, mais malheureusement, je pense que les prochaines semaines vont être très difficiles parce que sur les 6 premières semaines de la saison, ils ont jamais encaissé moins de 30 points, ou à part à 2 reprises, mais ils en ont pris 25 et 27. Enfin, ils ont toujours pris plus de 25 points, ce qui est quand même énorme. Enfin, j'ai les adversaires sous les yeux. Ils ont pris 27 points contre les Jets, ils en ont pris 19 par les Jaguars, qui sont pas non plus une Mhm. référence offensive. Défensivement, les defensive backs des Titans, c'est rédhibitoire à ce niveau d'avoir une défense si faible. Même si c'est passé contre les Bills hier, contre les Chiefs qui sont pourtant pas en confiance actuellement, je pense que ça peut être terrible. Oui, c'est clair. Ça risque d'exposer véritablement leur faiblesse. Euh, Même après, en jouant les Rams avec un Cooper Kupp qui marche sur l'eau cette année, Robert Woods et compagnie, enfin, je vois le calendrier. Ouais, les prochaines semaines, là, l'enchaînement Chiefs, Colts, Rams sera décisif de toute façon pour les Titans, mais il va pas falloir qu'ils en perdent de trop parce que s'ils veulent accrocher un spot en playoff, il va falloir gagner quand même des matchs. ouais, c'est clair. Pour l'instant, ils sont aussi dans une situation plutôt favorable dans leur division. C'est aussi quand même le côté un petit peu facile pour les Titans, puisqu'ils ont quand même une division qui n'est pas hyper disputée, puisque les Colts sont quand même en grande difficulté depuis le début de la saison, malgré un Carson Wentz qui répond globalement présent, et après avec Houston et Jacksonville qui sont complètement du coup en dehors de la course. Donc voilà, ils ont cette facilité, si je puis dire, les Titans, qui est que voilà, leur division n'est pas hyper disputée, donc quoi qu'il arrive, ils ont toujours la possibilité d'être là. Après, au final, ils sont avec un bilan de 4-2 qui est très bon en AFC, puisque c'est à part les Ravens, voilà, donc ils sont au même niveau que les Bills, les Chargers. Donc c'est quand même très très bien. Et il y a ce qu'il faut, encore quelques victoires, il y aura quand même ce qu'il faut, je pense, pour retourner en playoff pour eux. Oui, oui, pour les playoffs, oui, pour accrocher le premier spot de la division, ça devrait pas être très compliqué, comme tu dis, vu Mm. le niveau très moyen, pour pas dire pire, de leur division. Mais après, par contre, pour franchir un palier en playoff cette année, parce que les Titans, on les attendait clairement. L'objectif pour moi de cette équipe cette année, c'était au moins la finale AFC. Au vu des 2 dernières bonnes saisons, c'est une équipe qui progressait sans arrêt. Mhm. Là, vraiment, avec cette défense, notamment de la défense aérienne, je vois pas comment ils pourraient ne serait-ce que gagner un match de playoff, quoi. Ouais, ouais, non, on est d'accord. C'est vraiment cette défense contre la passe, c'est une véritable catastrophe pour les Titans. Et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois depuis le début de l'année. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient un petit peu chaque semaine. Chaque semaine, quand on fait le bilan des matchs des Titans, on se dit assez embêtant parce qu'il y a cette équipe qui a pas mal de qualité offensive, qui a clairement le meilleur running back de la ligue, qui a un schéma offensif qui est solide, sérieux et qui lui permet d'exister. Mais il y a cette défense aérienne qui est un énorme problème et qui fait qu'elle n'arrive pas à être compétitive face à clairement des équipes NFL qui passent énormément. Et voilà, dans la NFL d'aujourd'hui, c'est très difficile de s'en sortir si on n'a pas une défense aérienne solide. Maintenant, pas grand monde qui peut se vanter d'avoir une défense aérienne solide aussi, mais bon, celle des Titans est particulièrement inquiétante. Ah oui, oui, il y a quand même il y a mieux que celle des Titans. Ouais, quand même. Ouais, c'est clair, c'est pas difficile à trouver. On va rester dans leur division, la AFC South, avec une affiche que je voulais aborder avec toi pour ce podcast. Les Jaguars ont remporté leur première victoire cette saison, tellement de péripéties, après des péripéties que ce soit sur le terrain, avec des matchs très difficiles, avec une équipe qui clairement n'était pas du tout au niveau en début de saison, qui était perdue, avec beaucoup de pénalités, un jeu qui était vraiment pas très agréable à regarder. C'est pas du tout l'habitude que j'avais d'Urban Meyer, que j'aimais beaucoup à Ohio State évidemment et à Florida. Ils sont allés chercher cette première victoire à Londres contre les Dolphins avec un field goal, alors qu'ils en avaient jamais mis depuis le début de la saison. Voilà, je sais pas ce que tu retiens de ce match. Je sais que ça a été peut-être un petit peu difficile à regarder par moment, mais je vais te laisser en parler.
Ouais, je te confirme que la première mi-temps était pas des plus agréables. C'était, pour pas dire catastrophique. Le Miami semblait complètement dominer le match, en tout cas pas au niveau du score, mais dans le jeu, vraiment, même sans Mmh. briller, Miami était clairement devant. La ligne offensive des Jaguars, c'est pas possible, c'était catastrophique. Alors même si heureusement pour lui, Trevor Lawrence est assez mobile et il arrive à se sortir des pressions assez facilement en courant, mais ça peut pas durer, quoi. Tu peux pas avoir en plus, la ligne multipliait les flags. Du coup, tu perds des yards par Mmh. dizaines, sachant que déjà ton attaque te fait pas avancer beaucoup. Et à part le pauvre James Robinson, qui est toujours le taulier de cette attaque, il n'y a pas grand monde pour aider le pauvre Lawrence. Laviska Shenault a droppé un nombre de ballons incroyable, alors que c'est lui qui était censé devenir le receveur numéro 1 Mmh. quasiment en l'absence de DJ Shark. Là, il n'a pas convaincu, et vraiment, si Miami a perdu ce match, c'est pas grâce à Jacksonville, mais c'est à cause de Miami, parce qu'ils ont pas le droit de perdre ce match, Miami. Ouais, ouais, c'est clair. Le gros problème, un des gros problèmes de cette équipe des Jaguars, tu l'as souligné, c'est toutes ces pénalités qui paralysent complètement cette équipe. Déjà qu'il y a des difficultés en ligne offensive, il y a des difficultés à la réception, mais derrière, même quand il y a des bonnes actions, des bons jeux, ils se font pénaliser par toutes ces pénalités qui sont encaissées, qui sont un énorme problème pour eux. Trevor Lawrence, j'ai trouvé vraiment très impressionnant pendant ce match. C'est un quarterback, bon, qui est dont on attendait énormément et à juste titre parce que voilà, il a toujours été, au-dessus du lot, que ce soit au lycée, à l'université mais clairement même en NFL, là, il est au-dessus du lot par rapport aux autres rookies. Il a toujours une façon très rapide de voir les choses. Comme tu dis, il est mobile. C'est pas forcément un quarterback qui court de base, mais voilà, c'est un quarterback qui sait utiliser ses jambes. Il y a pas beaucoup de défauts. Il a vraiment une très bonne vision pour un rookie et j'ai beaucoup aimé dans les drives décisifs, là, pour finir, sa façon de lancer la balle très, 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 très vite parce que justement, il sait que sa ligne offensive va pas tenir. Il sait qu'il faut jouer vite et il l'a fait avec une rapidité que j'ai trouvée vraiment incroyable et ça a vraiment permis, aux Jaguars d'aller remporter ce match et chapeau à Trevor Lawrence d'être allé chercher cette victoire, même si tu l'as souligné, cette équipe de Miami inquiétante et je pense qu'on va y revenir, en revenir aussi par la suite. Il y a pas grand chose à retenir de positif pour Miami, après ce match, hein, qui menait 13-0 en plus, avant de se faire remonter par les Jaguars. 13 Ouais, ouais, 13-3 pardon, 13-3. Ouais. c'est ça. Il menait en première mi-temps. Quand je voyais le match, je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être un blowout. À la mi-temps, ça sera plié. Et en deuxième mi-temps, Miami s'est mis à faire n'importe quoi. Et Jacksonville a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Et ça a payé. Mais vraiment, Miami, pourtant, au niveau de l'effectif entre les deux, il n'y a pas non plus un monde d'écart, mais il n'y a pas photo. Enfin, Ouais. ils ont des bons receveurs. Tu as Tagovailoa qui est quand même. Alors, moi, je suis pas fan, mais je reconnais ses qualités quand même. Mais pareil, et puis les appels de jeu de Brian Flores ont parfois été hasardeux, on va dire. Dans des moments clés, le coaching staff, j'ai l'impression qu'il a aussi, il s'est aussi mis à faire n'importe quoi. Et Ouais, ouais. vraiment, Miami doit gagner ce match. Si on le rejoue 100 fois, Miami le gagne 95 fois, je pense, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Hasardeux, ouais, tu es presque encore un petit peu gentil parce que clairement il y a des grosses erreurs à ce niveau-là. Heu, Toi, Tagovailoa, beaucoup approuvé pour lui cette saison. Je l'ai beaucoup aimé dans ce match. Je l'ai trouvé, très efficace, très, très bon en play action. J'ai trouvé qu'il arrivait vraiment bien à faire bouger cette attaque qui a souvent du mal à se mettre en route, cette attaque de Miami qui est vraiment assez lente, un petit peu, en manque de solutions et pour le coup, je l'ai souvent critiqué, mais là sur ce coup-là, je l'ai trouvé, globalement très, très bon, malgré J'ai son bien aimé petit aussi. Il y a juste un moment où il a. Alors, je sais plus, je crois qu'il lance une interception sur le match. oui, Et c'est une passe, mais alors faut revoir l'action hein, pour ceux qui n'ont pas vu le match, mais il lance une passe dans un. Il y a pas de receveur à 5 ouais, mètres autour ouais. du defensive back et il lance le ballon là, il la lance sur un adversaire littéralement. À part ce gros, vraiment là, c'était une énorme erreur de sa part. Sinon, il a fait un match plutôt honnête, puis il revient de blessure. Donc, bon, après, il s'était fracturé les côtes, je crois, donc on va pas trop Oui. lui en demander non plus sur ce match, mais sur cette interception, c'était quand même assez inquiétant. Ce lancer était vraiment inquiétant. Ouais, ouais, c'est clair. Je m'en souviens vraiment très, très bien et il lance, pour personne littéralement. Alors moi qui visais le receveur de Jacksonville, ce serait la seule explication possible, mais
Non, mais là, c'est vraiment très inquiétant. Un des problèmes de Tua Tagovailoa, c'est ses passages à vide. C'est ce genre d'interceptions qui ont aucun sens, qui viennent, paralyser complètement cette équipe de Miami. Donc c'est vraiment dommage. J'ai beaucoup aimé, sa très belle connexion avec Jaylen Waddle qui termine avec Ouais, 2 touchdowns, vraiment très bien. ouais, Waddle a fait un match énorme. Ouais. C'était vraiment sa valeur sûre en attaque. Il l'a trouvé quasiment à chaque fois qu'il le cherchait. Mike Gesicki aussi a fait un gros match, le Titan. Oui, oui, oui. Par contre, au niveau des running backs, il va falloir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de running back, quoi. Il y a le Miles Gaskin, je crois, qui fait un match. À chaque fois qu'on lui donnait le ballon, il rentrait dans sa propre ligne ou dans la D-line des Jaguars et il avançait pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire avancer le jeu quand tu as zéro jeu au sol. Et surtout si Ouais. du coup c'est Tua qui a toute la pression du match dans son bras gauche, il va finir par faire des erreurs comme ça a été le cas, quoi. Ouais, c'est clair, tu as très bien résumé. Si on regarde de plus près les statistiques à la course, franchement, c'est affolant, hein. Gaskin, c'est 5 portées pour 9 yards, donc comme tu le dis, voilà, Ouais, voilà. c'était c'est rien du tout. Heu, Malcolm Brown termine avec, 24 yards, 5 portées et voilà, donc c'est vraiment très mauvais et c'est un gros problème, voilà, parce que ça met trop de pression sur toi. Et ça permet pas aussi de mettre en place un jeu. C'est très difficile de mettre en place un jeu qu'avec de la passe. Enfin, ça a aucun sens, donc il faut quand même, une bonne base de course pour pouvoir enchaîner. Miami est à une victoire, 5 défaites. Situation un petit peu inquiétante. Avant de revenir sur Miami, je vais accueillir avec grand plaisir, Michael qui nous rejoint. Salut les Heu, gars, désolé du Salut petit Michael. retard. Salut Mickaël. Salut, salut. Alors, Mickaël, on était en train de dire du mal de Miami et du fait qu'ils avaient perdu Ah, ce match un petit peu tout seul contre les Jaguars. ouais, bah oui, oui, du coup, c'est vrai que ils l'ont un peu saboté le match. Je pensais pas que les Jaguars allaient réussir à accrocher encore, enfin accrocher leur première victoire, mais finalement ils l'ont fait, donc quelque part, tant mieux pour Trevor Lawrence et Urban Meyer. Mais c'est vrai que oui, ils ont clairement saboté leur rencontre et je pense que les Jaguars n'ont pas fait un grand match, mais bon, ils repartent avec la victoire. Ouais, c'est clair, c'est clair. À part j'ai vraiment beaucoup aimé le drive en fin de match qui était vraiment bien maîtrisé par les Jaguars, même si, c'était vraiment, quand Miami mène d'un touchdown, les Jaguars ont l'opportunité de mettre un field goal pour sceller le match. Urban Meyer décide d'y aller en 4e, ça marche pas. Là, je me suis dit: «Oh Ouais, là là, quelle erreur! Miami va le gagner» et puis non. Ouais, c'est bah, ils ont eu en tout cas ce qu'il fallait parce qu'ils avaient le ballon à 20-20, ils auraient pu aller marquer, mais ils n'ont pas réussi et c'est vrai que, bah, du coup, les Jaguars en ont profité. Il restait suffisamment de temps en tout cas pour le faire donc ouais. Écoute, hein, ça fait une équipe de moins qui ne connaît que des défaites. Il nous reste plus que les Lions maintenant donc à voir jusqu'à quand. En tout cas, pour moi personnellement, Miami, c'est clairement l'une des plus grosses déceptions on va dire, sur ce premier ouais. tiers de saison, parce on a déjà passé le premier tiers, mine de rien. Et quand je regarde dans les profondeurs du classement, à part, enfin, toutes les équipes qui y sont y étaient attendues, hein, enfin, que ce soit Houston, Jacksonville, les Jets, Détroit, mais Miami fait un peu office d'intrus, vraiment, surtout après leur saison encourageante la saison dernière. Là, on les attendait clairement pas à ce niveau. On attendait à ce qu'ils passent dans un nombre de victoires positives pour aller chercher un spot en playoff. Et là, ils vont clairement pas se battre pour la victoire dans leur division, quoi. Mais est-ce que tu crois pas que finalement on a un peu trop attendu de Miami? Parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière, quand même, ils ont mis du temps à se décider sur la question du quarterback. Fitzpatrick a joué quand même, je sais plus combien de rencontres il a joué, mais il était le titulaire au départ. Tua a mis un certain temps quand même à prendre le poste. Moi, je me demande si finalement on n'en attendait pas trop de cette équipe. En plus, enfin, au niveau des renforts, j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait un printemps exceptionnel. Donc c'est vrai que je me demande si finalement on en attendait pas un peu trop. La seule chose, c'est que où je suis d'accord vraiment avec toi, c'est pour le coup sur le quarterback, sur Tagovailoa. Je pensais vraiment qu'on verrait beaucoup plus, on le verrait beaucoup plus cette saison.
Ouais, Mais puis ça, on va le laisser revenir de sa blessure. Je pense quand même que là, c'est vraiment la saison de la confirmation pour lui. Si cette année, il réussit pas à s'imposer, alors, sans parler de faire gagner la division, hein, parce que derrière les Bills, ce sera impossible. Mais au moins installer un jeu de passe crédible à Miami et pas la moitié de passes catastrophiques qu'on a vu dimanche. C'est sûr. Tant qu'il sera, enfin, s'il n'arrive pas à se détacher déjà de Jacoby Brissett, je vois pas comment il pourrait faire de Miami un candidat crédible, quoi. Faut déjà qu'il règle ses problèmes, qu'il règle ses concurrents. L'an dernier, c'était Fitzpatrick. Après, il revenait de blessure. Il avait eu sa blessure avec Alabama, donc il y avait oui. Fitzpatrick en soutien. Là, il a eu sa blessure aux côtes, donc il y a eu Brissett qui a pris le spot le temps de sa convalescence. Mais il va falloir déjà qu'il arrête de se blesser et puis qu'il s'impose une bonne fois pour toutes, quoi. Sinon, j'ai bien peur que l'expérience tourne court du côté de Miami. Je suis d'accord, ouais. Ouais, et puis la direction a pas l'air particulièrement patiente. Brian Flores communiquait vraiment en sa faveur, mais il y a eu pas mal de rapports qui indiquaient que le président cherchait une autre solution. Pour le coup, à part l'interception on en a parlé un petit peu avant que tu arrives, Michael, mais à part l'interception enfin, qui est hallucinante de Tagovailoa, je l'ai trouvé globalement bien meilleur que depuis le début de la saison contre les Jaguars. Mais non, c'était contre les Jaguars, donc c'est aussi difficile Ouais. de se prononcer. Mais j'ai trouvé beaucoup plus en marche. Les play action marchaient très bien. Il trouvait facilement Jalen Waddle qui a été excellent. Va Alors, falloir, va falloir, va f- c'était son Ouais. meilleur match de la saison. Après, il en a Ouais. fait que 2, donc c'était compliqué de juger. Mais c'est vrai que là, je suis en train de voir, il a balancé 33 passes réussies sur 47, donc c'est quand même très honorable. Il a pété les 300 yards. Mais merci Jalen Waddle, comme on disait tout à l'heure, qui était là dans tous les moments Gesicki aussi, importants. hein. Et Gesicki, Mhm. qu'on disait aussi, ouais. Gesicki, c'est vraiment un super joueur. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On va passer à ce qui était, je pense, l'affiche du week-end qu'on attendait. En tout cas, moi, je l'attendais vraiment particulièrement comme l'affiche du week-end. Et puis au final, tu l'as dit, Morgan, quand on discutait un petit peu du podcast un petit peu avant, tu as dit, bah, il n'y a pas eu de match. C'est ce match Ouais. entre les Chargers et les Ravens qui s'est terminé par une victoire vraiment autoritaire des Ravens, 34-6 contre les Los Angeles Chargers. Alors, Morgan, je te laisse la parole pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu de match dans ce supposé match. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de match? Parce que les Chargers, alors qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, puisqu'ils avaient fait un début de saison super intéressant. Là, ils se sont fait ravager que ce soit des deux côtés du terrain, ils se sont fait ravager par les Ravens. Alors Baltimore avait déjà impressionné sur ses dernières sorties, notamment ce fameux match de Lamar contre les Colts, où il sort une perf stratosphérique. Mais là, il a même pas eu à forcer son talent, parce que je crois en plus qu'il se fait bencher dans le quatrième quart-temps. Enfin, on a fait tourner les titulaires, on s'est permis de faire tourner les titulaires, c'est quand même symptomatique. Et il y a rien eu à sauver du côté des Chargers. Et Keller n'a pas avancé du match, alors que depuis le début de saison, il est en feu. Et même Justin Herbert a eu du mal à se connecter avec Mike Williams, qui était son receveur numéro 1 depuis le début de saison. Il marche sur l'eau lui aussi. Vraiment gros message envoyé par les Ravens. Pourtant, je suis pas un de leurs plus grands fans, mais là, je dois avouer que sur ces 2-3 dernières semaines, là, il commence à devenir sérieux là. Ouais, bah, pour le coup, Mike Williams, je pense, la grosse déception. En plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer pendant le match parce qu'il est sorti très tôt sur blessure. Et ouais, les Chargers étaient un petit peu méconnaissables. Pour le coup, je pense c'était à attribuer à l'excellente prestation défensive des Ravens, qui pourtant n'ont pas été excellents en défense contre la passe depuis le début de la saison, mais là, ils ont sorti vraiment une prestation exemplaire contre une équipe des Chargers qui jusque-là voilà, était inarrêtable et c'est vraiment très impressionnant. Les Chargers n'ont pas eu beaucoup de réussite parce que si on prend le match de la semaine dernière avec toutes les quatrièmes tentatives qui étaient passées, d'ailleurs ils avaient toutes passé sauf le fake punt qu'il y avait eu depuis le début de la saison. Là, cette fois-ci, c'était pas pareil, donc ça pose aussi la question du jeu agressif de Brandon Staley, mais je pense pas qu'ils doivent arrêter. Michael, je sais pas ce que tu en penses de ce jeu agressif qui était un petit peu la marque des Chargers depuis le début de la saison, mais qui n'a pas marché sur ce match-là. Oui, après, bon, c'est un match où vraiment ils sont passés à côté. Comme vous l'avez dit, le jeu de course n'a pas du tout fonctionné. C'est vrai ils ont terminé à 26 yards, dont 12 totalisés par Herbert, donc c'est vraiment, vraiment très très faible.
Alors, à l'inverse, les Ravens ont performé à la course. Ils ont totalisé 187 yards de mémoire, donc super perf. Après, moi, je pense pas que les Chargers aient besoin de changer leur jeu. Je pense qu'il faut continuer. De toute façon, ils ont le quarterback pour ça. Ils ont un quarterback pour avoir ce jeu agressif. Et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. L'autre chose, c'est que je ne sais pas ce qu'on se dit du côté des Chargers. Après, évidemment, on est encore loin de la fin de saison. Mais moi, je pense pas que ce soit encore leur année. Je pense qu'il faut encore construire. Herbert est arrivé l'année dernière, donc je pense que c'est encore tôt pour viser vraiment le Super Bowl. Par contre, je pense que c'est une équipe qui, si tu complètes bien cet effectif, dès l'année prochaine, tu peux vraiment les retrouver assez loin. Je pense que là, ils ont montré quelques limites, mais à mon avis, c'est vraiment une équipe qui peut être travaillée comme ça a été fait et devenir vraiment un vrai contender au Super Bowl l'année prochaine. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi que c'est un peu tôt pour parler de Super Bowl pour eux, surtout en AFC où on a déjà des équipes qui sont bien plus avancées dans leur process, comme les Ravens, les Bills, et puis évidemment les Chiefs qui seront toujours là en janvier. Mais une saison sans playoff, ce serait quand même un gros échec au vu de leur progrès. Oui, Donc, sans parler de Super Bowl, il faut quand même qu'ils trouvent un spot en playoff. Et pourquoi pas même en chopant la première place de leur division, parce qu'on l'a vu, on en parlera tout à l'heure, mais les Chiefs, cette année, montent des failles inquiétantes qu'on n'avait jamais vues ces 3 dernières années. Et ils sont peut-être jeunes, mais s'ils peuvent choper la première place de division, il faut y aller, parce que c'est pas tous les ans que Patrick Mahomes lancera 2 interceptions par match. c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, là, ouais, le Super Bowl, évidemment, c'est voilà, c'est un objectif qui est lointain. Mais comme tu dis, Michael, il y a les bases pour voir des choses très positives dans les années à venir. Il y a quand même un gros problème qu'on remarque chez ces Chargers depuis pas mal de matchs, c'est sa défense contre la course. J'étais pas très optimiste à l'idée que les Chargers allaient affronter les Ravens quand je voyais le niveau de la défense contre la course face à une équipe qui utilise aussi efficacement la course. Voilà, donc ça, c'est aussi, ça s'est très, très, très vu, lors du dernier match, et là contre les Ravens, voilà, c'est un gros problème. Je sais pas trop comment les Chargers vont pouvoir régler ça. Je sais pas trop ce que vous en pensez de cette situation et comment ça peut paralyser cette équipe. Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment ce qui fait mal aux Chargers. Ça fait vraiment très, très, très mal contre les Browns sans trop de conséquences. Là, c'est un peu plus grave, quoi. Bah, c'est vrai qu'ils encaissent beaucoup de points cette année et comme on en parlait également pour les Titans tout à l'heure, ça c'est pareil, c'est rédhibitoire, quoi. Tu beau avoir une attaque de feu, si derrière, si tu mets 40 points mais que tu en prends 45 à tous les matchs, tu vas pas aller loin. Alors, je dirais la même chose que pour la défaite des Bills tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Enfin, tu perds contre les Ravens, c'est pas une honte, même si dans la manière, c'était pas terrible. Leur bilan est bon, ils ont tapé leurs 2 rivaux de division, les Chiefs et les Raiders. Ils avaient perdu en début de saison contre les Cowboys, mais c'était une défaite de justesse. Donc, pour l'instant, ils gardent un bilan de 4-2. Il y a pas à tirer la sonnette d'alarme. Il va falloir qu'ils règlent les soucis défensifs. Mais de toute façon, toutes les équipes qui sont amenées à aller loin dans la saison, voilà, ça règle. Les soucis défensifs, on les règle petit à petit dans la saison, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a quand même un coaching staff qui s'adapte très très bien, je trouve, au match et en général. Voilà, avec Brandon Staley, on sent qu'il a une vraie expertise du jeu et il arrive vraiment à modeler cette équipe des Chargers en fonction de ses adversaires. Donc il y a vraiment moyen que ça évolue. On va peut-être passer aux Chiefs, qui sont encore une fois, bon, qui gagnent contre Washington, mais dans la douleur. Patrick Mahomes, un petit peu méconnaissable. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez de ce début de saison des Chiefs. C'est très étrange. Il est leader au nombre de touchdowns à la passe, Patrick Mahomes. Personne n'a fait mieux. Mais il est aussi au même niveau que les quarterbacks rookies pour les interceptions, avec 8. Il a déjà dépassé ce qu'il avait lancé la saison dernière. Voilà. Je vous laisse la parole pour les Chiefs. Bah, Vas-y, écoute, Mickaël. Vas-y. ouais, justement,
Pour parler de Mahomes, c'est vrai que depuis le début de saison, on l'a trouvé, alors je l'ai trouvé très fébrile et surtout je l'ai trouvé, par moments, enfin je trouve il fait des prises de risques quand même qui sont inutiles en fait. Enfin, il lance des passes, ou qu'il a pas besoin de forcer comme il le fait et c'est ce qui a souvent provoqué les interceptions. Bon là, cette fois-ci, il a pas eu de chance, il y en a une, elle est vraiment pour lui, c'est plutôt Tyreek Hill qui laisse échapper le ballon et l'interception arrive juste derrière. Mais c'est vrai qu'on les sent moins, comment dire, moins sûrs de leur force, les Chiefs. Autant sur les 2 dernières saisons, tu avais l'impression de vraiment de voir un rouleau compresseur et même en étant mené à la mi-temps, tu savais qu'ils pouvaient te sortir une deuxième période exceptionnelle et revenir. Là, on les sent beaucoup moins sûrs de leur force. Alors pour le coup, là, ils ont exactement fait ce qu'ils avaient, fait les autres années, c'est-à-dire qu'une première mi-temps pas terrible et ils ont démarré en deuxième période et c'est là où ils ont vraiment pris l'avantage. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour eux d'ici la fin de saison s'ils veulent, évidemment, c'est ce qu'ils veulent, aller jouer le Super Bowl. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ce souci d'interception, c'est pareil que pour les Chargers tout à l'heure, je pense que ça se réglera. Les petits soucis des grosses cylindrées se règlent de toute façon dès qu'on arrive dans le momentum de la saison. Donc je me fais pas de soucis pour ça, même si c'est vrai que c'est super inquiétant de voir Mahomes comme ça. Parce que depuis son arrivée dans la ligue, on l'avait pas vu lancer des. Là, c'est carrément, il lance des saucisses des fois. Enfin, autant la première, comme tu dis, elle est typée par Tyreek Hill, donc il y peut rien. Mais par contre, la deuxième, genre, j'ai plus tout à fait l'action en tête, mais je me rappelle qu'il lance une espèce de balle en cloche totalement. On se demande ce qu'il espère. Au lieu de juste d'accepter de prendre le sac ou de se débarrasser du ballon, il cherche toujours à faire le C'est big ça. play. Et par moment, j'ai l'impression de voir Russell Wilson saison dernière qui tente toujours à courir pour sa vie parce que pourtant sa ligne est pas mauvaise à Mahomes et à chercher le big play, toujours à chercher Tyreek à 60 yards en profondeur. Et il accepte pas que bon bah des fois voilà je prends le sac, on punt et on y reviendra plus tard. Là depuis le début de saison, des fois il lance des vieilles saucisses en l'air et bah tu te fais intercepter quoi. Ouais, il avait fait la même contre les Chargers, pas exactement la même, mais il avait lancé une balle complètement en no look, 60 yards qui s'était fait intercepter, de façon assez grossière et j'avais trouvé ça vraiment hallucinant parce que pour le coup, c'était le genre de passe qui passait avant et qui passe plus et il y a aussi, je pense, un aspect que, les équipes commencent à s'ajuster aussi par rapport à ce jeu-là et voilà et donc c'est Ouais, ouais. c'est un gros problème et il y a pas ils ont pas cette réussite qu'ils avaient avant où il y avait l'impression que, c'était sans limite, quoi. Il y avait tout qui pouvait passer. Et là, il y a plus du tout cette réussite-là, donc il va falloir s'adapter. Je me demande C'est aussi dans quelle mesure la perte de Sammy Watkins est préjudiciable pour les Chiefs, parce qu'il était vraiment précieux en second couteau, justement, quand Tyreek Hill était vraiment bien couvert, ou même Travis Kelce. J'ai pas l'impression que sa production a été remplacée sur les tracés moyens et en tout cas par les autres receveurs. Je sais pas trop ce que vous pensez de cette situation-là. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais soulever aussi comme point, c'est qu'il leur manque un gros receveur numéro 2. On a bon, t'as Tyreek et Travis Kelce qui sont les cibles prioritaires, mais derrière, t'as Mecole Hardman qui est un joueur honnête, mais Mahomes mérite d'avoir autant de cibles qu'un Tom Brady à Tampa, par exemple. Brady, il a 5 receveurs enfin, d'un calibre élite, on va dire. Mahomes, il est loin de ça, et Mecole Hardman, c'est pas non plus. C'est un bon joueur, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont signé Josh Gordon, je pense. Ils espèrent retirer un peu le talent qui reste de Gordon, si tant est qu'il en ait encore. Mais il leur manque une menace offensive pour pouvoir diversifier leur jeu, parce que maintenant c'est facile de cibler Tyreek, enfin facile. Encore faut-il pouvoir lui courir après. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils ajoutent une cible supplémentaire. En plus, il y a un autre aspect, c'est qu'ils ont un jeu quand même qui est assez stéréotypé en attaque. Si t'as pas Edward Zeller qui est là, bah, le jeu de course, c'est quand même Ouais, pas fantastique, inexistant. Ouais. mais voire inexistant. Donc c'est vrai que tu sais quasiment à chaque fois ce qui va se passer quand tu es défenseur. Donc je pense que ça aussi, ça pose un vrai problème, comme tu le soulignais concernant les Bucks. Alors les Bucks, c'est vrai que c'est une situation un peu du coup atypique, c'est que il a que l'embarras du choix et même quand tu as le Gronk qui est pas là pendant 2 matchs, en fait, on s'en rend pas compte. Donc c'est C'est assez ça. Ouais. hallucinant le nombre de receveurs que Brady peut avoir. Mais pour le coup,
c'est un vrai problème pour des défenses, pour booster. Parce que quand tu as un Brown, un Mike Evans, pardon, un Chris Godwin, enfin, quand tu as tous ces joueurs-là sur le terrain, ça devient très compliqué. Et c'est vrai que moi, je vois la situation de Mahomes un peu comme celle de Rodgers aux Packers. C'est que tu as un receveur élite. Et après, autour, c'est vrai qu'on cherche un peu, quoi. Alors, il a au moins Kelsey, Mahomes, Ouais. ce que n'a pas Rodgers, mais c'est vrai que ça devient assez stéréotypé très vite. C'est vrai. Ouais, du coup, tu parlais d'Aaron Rodgers. On va passer sur le match des Packers qui ont, qui ont battu le rival, les Bears. Et du coup, Aaron Rodgers ça fait un petit plaisir de trash talk en disant que les Chicago Bears lui appartiennent maintenant. I still Euh, own you. Ouais. Il faut dire qu'il a un beau record hein, contre eux. ouais, 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 c'est assez propre. il Il est les à a terrorisés 21-5 encore. là. Non, mais c'est C'est vrai une... qu'il est. Je disais, il est à 21-5 et c'est vrai que. C'est pas. Enfin, en général, les difficultés pour les Packers sont pas forcément dans la division. Je savais pas trop ce que ça allait donner là avec Justin Fields en face parce que je pense quand même que même si pour l'instant on n'a pas vu tout son talent, je pense qu'à un moment donné il va exploser. Fields, donc tant mieux que ce soit pas contre les Packers. Maintenant, les Packers n'ont pas fait un grand match. Hein. Le début de match a été très très poussif. Franchement, ils ont mis du temps à se mettre en route. La victoire est là à la fin et tant mieux parce que je pense qu'il y a vraiment un gap entre les Packers et les Bears. Mais c'est pas des grands Packers cette année. Hein. C'est pas la saison de l'année dernière où tout le monde marquait je ne sais combien de touchdowns par rencontre. Là, c'est vrai que c'est pareil. On cible Adams et autour d'Adams, il n'y a pas grand-chose de plus. J'ai regardé la répartition des yards entre lui et les autres receveurs et il a 45% je crois des yards à la passe. Donc ça montre quand même où va le ballon. Une fois sur deux, c'est sur Adams. Bon, écoute, moi je l'ai dans mon équipe fantasy, donc c'est pas pour me déplaire qu'il prenne tous les ballons. Sinon, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que cette année, on les sent beaucoup moins dominants que l'an dernier, mais je veux dire, c'est peut-être pas plus mal. Parce que l'an dernier, ils ont roulé sur la saison régulière avec un Rodgers niveau MVP. Et une fois arrivé en playoff, bah, ça a fait pchit, ça s'est fait sortir contre Tom Brady, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et voilà, et c'était la grosse déception, parce que quand tu as roulé sur tout le monde en regular season, on attend de toi au moins que tu fasses le Super Bowl, tout simplement, quoi. Donc là, peut-être que cette année, de galérer un peu plus, de gagner les matchs avec une possession d'écart max, de galérer un peu, d'aller les chercher dans les quatrièmes quart-temps, peut-être que ça va les motiver. Surtout, je pense qu'ils n'ont pas trop aimé les critiques suite à leur défaite inaugurale. Je sais plus, c'était contre qui qu'ils ont perdu en week 1 déjà? Contre les Saints. Oui, 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 de Jameis Winston là, qui avait fait un truc incroyable. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas trop aimé ça. Aaron Rodgers, on le sait, il est vachement orgueilleux, il va vouloir faire fermer des bouches toute la saison. Donc c'est peut-être pas plus mal de les voir moins forts que l'an dernier, parce que comme toujours avec ce genre d'équipe, la vérité, c'est en janvier qu'on la verra. Et on dit toujours, faut jamais parier contre Tom Brady, mais je pense qu'il faut pas trop parier contre Rodgers non plus. Ouais, après, honnêtement, l'année dernière, c'est vrai qu'ils ont fait une très bonne saison régulière. Ils avaient perdu contre les Bucks, par contre, en saison régulière, alors que les Bucks n'étaient pas forcément au mieux de leur forme à ce moment-là. Moi, j'avais vraiment confiance l'année dernière dans l'équipe parce que on avait sorti les Rams. Et c'est vrai que le match contre les Rams, on avait vraiment été bon. En plus, on n'avait pas Bakhtiari et j'avais un peu peur parce qu'avec Aaron Donald en face, évidemment, il faut avoir peur. Mais pour le coup, on avait fait un très bon match. On avait réussi à les sortir. Et je me disais, bon, finale de conférence à la maison face aux Bucks, ça va le faire. On va aller au Super Bowl. Et arrivé là, on n'a pas réussi une nouvelle fois à passer l'obstacle. Il faut dire que les Bucks en playoff ont été irréprochables, donc très compliqué à jouer. Mais cette année, ouais, j'ai un peu peur. Franchement, je sens pas la défense encore très au point. Le pass rush, je le trouve pas exceptionnel non plus. Là, on joue sans deux des cornerbacks titulaires, donc forcément, c'est aussi moins simple derrière.
Mais ouais, je me sens pas hyper confiant, en vue du mois de janvier, avec ces Packers. À voir. Non, c'est J'espère que vrai je que me cette trompe. année, c'est vrai que cette année, par contre, je dis qu'il faut pas enterrer Rodgers, mais cette année, c'est quand même la défense, comme tu dis, est vachement plus inquiétante. Sur les 6 premières semaines, ils ont affronté aucune grosse cylindrée. J'ai le calendrier sous les yeux. Leur plus grosse équipe, c'était les 49ers, qui ne sont pas réputés pour être une attaque flamboyante. Et ils en ont quand même encaissé 28 contre les Niners. Après, voilà, tu as joué les Lions, les Saints, les Steelers, les Bengals et les Bears. Voilà, pour l'instant, il y a un calendrier super facile. On a les Cards dans Donc, 2 journées. ouais, 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 voilà. ça va chouette. Mais bon, il faut savoir les prendre, ce genre de match aussi, hein, parce que jouer les Jaguars, tout le monde n'est pas capable de les gagner, comme on a dit. Donc, les Jaguars, enfin, pas les Jaguars, je voulais dire les Bengals ou quoi. Vous avez battu Cincinnati, qui est quand même une des équipes en forme du moment. Donc, en saison régulière, je pense que ça passera pour les Packers, mais il va falloir régler ces soucis défensifs. Et en tout cas, je pense que c'est l'année ou jamais pour les Packers, parce que Rodgers, on ne sait toujours pas où ça va mener l'année prochaine. Et puis voilà, là, ils ont le trio magique, Aaron Jones, Davante Adams, A-Rod. Il faut capitaliser cette année, sinon après, si tu laisses passer le train, c'est fini, quoi. Tu crois vraiment pas que Jordan Love peut, nous emmener au Super Bowl? Bon, j'en ai pas vu assez de lui, donc je vais pas, je vais attendre de le voir jouer quand même pour juger. Mais non, je pense qu'il est encore loin de ça. Ouais, non, non, je suis assez d'accord et en plus, bon, je pense pas que Rodgers reste, à l'issue de la saison. Je sais pas s'il partira dans une autre équipe ou s'il arrêtera, mais je le vois pas rester aux Packers. Donc oui, c'est un peu l'année ou jamais, je suis vraiment d'accord avec toi. Bon, si vous pouviez le garder à Green Bay plutôt que de le filer à San Francisco, ça m'arrangerait. On a suffisamment de bons quarterbacks en NFC West. Bah, oui, parce que justement, tu parlais de des playoffs pour les Packers. Alors pour le coup, dans notre division, on ne devrait pas être trop embêté, je pense, cette année. Mais c'est sûr que oui, s'il rejoint San Francisco, alors là, la concurrence du Ouais. côté de la Californie, ça va commencer à être ouais, très très complet. Ouais, et puis, il va falloir, ce choc là contre les Cardinals, il va être, je pense, vraiment vraiment décisif. Peut-être un tournant dans la saison des 2 équipes parce que les Cardinals sont invaincus. Je pense qu'ils arriveront invaincus contre les Packers Ouais. et les Packers auront l'occasion d'arrêter ça et Aaron Rodgers voudra absolument arrêter la série de victoires des Cardinals, c'est absolument sûr. Mais c'est dans Donc, ça l'Arizona, je sera crois, le match, hein. Ouais, il me semble que c'est à ouais. Glendale, ouais. C'est là-bas, hein, donc Mmh. Ouais, ça va pas être ça va simple non être plus. non, non, c'est sûr, ce sera pas évident. Je vais juste revenir rapidement sur Justin Fields et puis après peut-être passer aux Cardinals justement. Du bien, un petit peu mieux pour Justin Fields, mais il y a encore beaucoup à prouver. Il a tendance à garder beaucoup la balle. C'est quelque chose qu'il faisait déjà à Ohio State, mais bon, il avait la ligne offensive pour le faire. Hem, Ça va un peu mieux. Il a une bonne connexion avec Mooney qui s'est encore vu pendant ce match-là. C'est c'est pas une saison facile, hein, qui se profile pour lui. Il s'est encore fait beaucoup saquer contre les Packers. Il a beaucoup souffert. Voilà, je sais pas trop ce que tu en penses, de Justin Fields sur ce match. C'est peut-être un petit peu difficile de juger évidemment dans un match pareil, mais, l'attaque l'attaque des, l'attaque des Bears n'arrive pas forcément encore totalement à se mettre en place et même si le jeu de course est un petit peu plus, répond un peu plus présent avec Khalil Herbert qui confirme après sa bonne prestation de la semaine dernière. Ouais, bah, après, à sa décharge, au niveau des receveurs, je trouve qu'il est pas aidé cette année. Il y a Allen Robinson qui est super décevant, qui a énormément de mal à catcher les ballons qu'on lui envoie, et ça, c'est depuis le début de la saison. Donc, déjà, d'avoir des receveurs qui dropent tes passes, ça n'aide pas à te mettre en confiance et à améliorer ton bilan. Après, ça reste un jeune QB. Voilà, par contre, faut qu'il apprenne à se coucher, par contre, parce qu'il va se faire tuer lui aussi. Je, Ouais. je suis surpris du nombre de jeunes quarterbacks qui foncent tête en avant lorsqu'ils tentent de gagner des yards à la course. J'en ai vu plusieurs encore cette semaine. Il y a Trey Lance du côté de SF. Il y a lui, même un mec comme Daniel Jones qui s'est fait exploser, qui a fait une commotion la semaine dernière. Ça, je trouve que c'est récurrent chez les jeunes quarterbacks. Il faut vraiment qu'on leur apprenne à se jeter, quoi, parce que ça peut vraiment raccourcir ta carrière. Non, mais Fields, clairement, c'est un truc,
crois qu'il l'a jamais trop fait. Et à Ohio State, il allait chercher le contact sans trop avoir peur. Maintenant, voilà, les D-backs de NFL, c'est pas ceux de college football. Donc maintenant, c'est plus pareil, quoi. Il a vraiment tendance à aller chercher le contact. Il a pas du tout peur. Et je pense que c'est même quelque chose qui lui plaît en général. Ça le motive pas mal. Mais bon, voilà, comme tu dis, il faut faire très attention parce qu'une carrière de NFL, ça s'arrête très vite. NFL, not for long, en général. Hum. Donc, voilà. Bon, il Je a quand même croyais que c'était. Khalil Mack à l'entraînement, donc ça, il devrait voir Ouais. que. Oui, en plus. Ouais. Je croyais que le NFL, c'était pour No Fun League suite à cette nouvelle règle taunting. Oui, bah, c'est Non, sûr que n'en c'est. parlons pas. Ouais, Ouais, n'en c'est parlons c'est pas. c'est un sujet qu'on va éviter, même Non, si bon, mais Aaron. très franchement, pour revenir à Fields, je pense qu'il est juste pas tombé dans la bonne équipe, en fait. Enfin, malheureusement, je crois que comme vous le disiez, enfin, niveau receveur, déjà, il est pas très aidé et je pense que le coaching ne l'aide pas non plus beaucoup, cette année. Hum. On verra si Matt Nagy reste très longtemps, à la tête de l'équipe, mais je pense que ça vient de là aussi la problématique. Ouais, et la Ouais, ligne je suis d'accord offensive avec aussi, toi. hein. Je pense que Nagy fera pas long feu de toute façon à Chicago. À voir si, s'il fait revenir Dalton, ça m'étonnerait maintenant que Field est installé. Je pense pas que, quelles que soient les performances de Field, je pense qu'on lui laissera les clés du camion jusqu'à la fin de saison. De toute façon, on n'attend pas grand-chose cette année du côté de Chicago, donc autant lui laisser engranger de l'expérience, quitte à perdre des matchs. Mais de toute façon, je pense que Nagy ne va pas faire long feu à Chicago. Il faut qu'il se renforce. En plus, il y a vraiment, enfin, je pense qu'il y a vraiment des joueurs potentiellement sur le marché qui pourraient être intéressants pour eux. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Parce que je pense qu'ils ont un joueur vraiment très talentueux dans l'équipe, mais s'ils ne l'exploitent pas, ce sera du gâchis, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Ouais, c'est bien parti pour, malheureusement. Et en plus, les blessures des running backs, Justin Fields aime beaucoup jouer avec un bon jeu de course pour le build-up un petit peu, pour jouer des grosses play action et pour même lui d'ailleurs prendre des courses. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas aussi ces running backs blessés, ça aide pas pour Fields. Euh, est-ce qu'il y a une franchise dont vous voulez parler, qui vous a marqué, un match, quelque chose qui vous a marqué ce week-end, Bah, Morgan? on va parler de la première de Geno Smith quand même. Ah oui. Moi qui avais écrit un papier sur son rôle de sauveur de Seattle. Bon, le sauvetage n'aura pas eu lieu, malheureusement. Bon, C'est pas c'était passé loin. prévisible. C'est pas Mm. passé loin, c'est pas passé loin du tout. Non, c'est pas passé Euh, loin, franchement. ouais, je m'attendais pas à ce qu'on. Alors, les Steelers sont loin d'être une référence cette année, mais en l'absence de Russell Wilson et de Chris Carson, j'avais quand même peu d'espoir sur l'issue du match. Et j'ai été agréablement surpris. La défense a vraiment step up sur ce match. Les receveurs de Pittsburgh ont bien été tenus. Par contre, Najee Harris nous a complètement massacrés au sol. On n'est pas les premiers à se faire ouvrir en deux par lui cette saison et on ne sera pas les derniers. Mais oui, j'ai été surpris par Geno Smith. Après, il a rien fait de sensationnel, mais il a fait proprement ce qu'on lui demandait de faire. La première mi-temps était catastrophique, particulièrement du côté de Seattle, mais c'était pas un bon match de toute façon. Le premier carton, je crois qu'il y a 3-0 ou 0-0 à la fin du premier carton. Il y a eu 2 ou 3 punts de chaque côté. Enfin, c'était terrible à regarder, surtout pour un Sunday night à 3 heures du matin. Et par contre, en deuxième mi-temps, Pete Carroll s'est enfin mis à faire courir l'équipe et Alex Collins, qui était le backup de Chris Carson, a été super encourageant. Il a vraiment réussi à faire avancer l'équipe et Geno Smith a enfin réussi à se connecter avec Tyler Lockett et surtout DK Metcalf. Donc c'était encourageant. Après, il y a quand même le ballon du match, la perte de balle en overtime, c'est quand même pour lui. Il essaye de s'extirper de la pression défensive et il va essayer de chercher le premier yard, le first down à la course. Et là, tu as TJ Watt, bon, c'est TJ Watt, hein, on ne parle pas de n'importe qui surgit, qui tape dans le ballon et fumble, game over. Donc c'est pas un match acheté à la poubelle pour Geno Smith. C'est dommage qu'on reparte pas avec la victoire, mais voilà, à voir sur la suite, puisque de toute façon on va l'avoir pour au moins 3 ou 4 matchs.
Ouais, bah, pour le coup, TJ Watt a rappelé pourquoi c'est le joueur défensif le mieux payé de la NFL, quoi. Il a vraiment été, excellent et Mm. décisif pour les Steelers, hein, sans aucun doute, hein. C'est clair. Ouais. Michael, il y a quelque chose qui t'a marqué ce week-end dont tu aimerais parler? Oui, je voulais juste saluer la perf, du pass rush des Raiders, qui ont fait un très gros match. Ils ont réalisé 5 sacs et 17 QB hits sur, le pauvre, Bridgewater qui a morflé de tous les côtés. Il a lancé 3 interceptions, il a commis un fumble, enfin ça a été la totale pour lui. Mais il y a très longtemps que j'avais pas vu une équipe, sortir 17 QB hits et 5 sacs sur une rencontre, avec un gros match de Max Crosby qui a comptabilisé 3 sacs et 5 QB hits à lui tout seul. Donc très grosse perf, et en plus c'est un joueur que je trouve, un petit peu sous-coté, au niveau de la ligue. On en parle peu, et c'est un très bon joueur, il est très rapide, et franchement, j'aime beaucoup son jeu. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi et puis, victoire très importante pour le coup des Riders là qui reviennent en force dans la division. Ouais, sans Heu, entraîneur, hein. Enfin, sans oui, l'entraîneur. oui. Ouais, ouais, c'est clair et surtout il fallait rebondir avec ce qui s'est passé pour eux, cette semaine C'est ça. avec Gruden et puis voilà toute la mauvaise publicité, amplement méritée, avec ce qui s'est passé. C'est une vraiment j'attendais beaucoup ce match pour les Riders parce qu'il y avait beaucoup à jouer dans cette division qui commence à être un petit peu serrée avec les Chargers qui commencent à s'envoler. Heureusement pour, les Riders, ils ont perdu donc en plus, c'est vraiment une victoire qui leur permet de revenir proches. Ils ont un calendrier qui est relativement, négociable dans les 2 prochains matchs puisqu'après ils vont affronter les Eagles et les Giants avant de retrouver les Chiefs. Alors ça sera vraiment un gros match. S'ils ressortent une performance défensive comme ça contre les Chiefs, il y a moyen qu'ils les fassent tomber, et qu'ils les fassent sombrer pour toujours dans la AFC West. Ouais, c'est possible, et en plus, Carr, il avait déjà battu les Chiefs l'année dernière, je crois, Ouais, ouais, alors que les ouais. Raiders c'était pas Ouais. au mieux de leur forme. Donc je serais pas étonné, franchement, je serais pas étonné qu'ils posent de gros problèmes à Kansas City. Ouais, c'est clair. C'est tout pour cette semaine. On se Juste, retrouve on n'a pas oui, parlé de. Bon, on n'a pas eu le temps évidemment d'aborder tous les matchs, mais j'aimerais souligner encore la superbe performance de Jamar Chase. ouais, ouais. Mmh. Vraiment, je connaissais pas parce que je suis pas trop le college football, donc je connaissais pas vraiment le joueur, mais depuis le début de saison, je le trouve incroyable. Ah, il est Euh, génial, il ouais. est, il est vraiment génial à avoir joué Mmh. et la connexion avec son pote de LSU, Joe Burrow, vraiment, ça saute aux yeux, quoi. Se trouve à chaque fois. Et Cincinnati est vraiment une des équipes que je trouve agréable à avoir joué. Ils ont collé 34 points aux Lions. Bon, c'était que les Lions, certes, mais il fallait quand même les mettre. Et ils se retrouvent quand même troisième en AFC après 6 matchs. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui auraient parié dessus en début de saison. Et c'est une performance à souligner, je trouve. Mais d'ailleurs, je trouve que le travail qui a été fait du côté de Cincinnati et de Los Angeles avec les Chargers, qui ont drafté donc les 2 gros QB, l'année dernière, Herbert et Burrow, je trouve qu'il y a eu vraiment un gros travail de fait, et on voit vraiment, les résultats cette année parce qu'ils ont tous les 2 des bilans, plus que positifs, et ça, je trouve que c'est à saluer parce que c'est pas forcément évident quand tu viens de choper le premier pic. C'est qu'en général, tu sors d'une très mauvaise saison, et de se remettre en une saison, et demie à peine, et de revenir avec un bilan positif, je trouve que ça montre vraiment le bon travail qui a été fait là-bas. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et puis cette sélection de Chase au premier tour de la draft de cette année, qui avait beaucoup fait parler, Ouais, parce qu'il y avait Penei exactement. Sewell. Et on voit que Penei Sewell, pour l'instant, il galère un peu du côté de Détroit. Bon, après, on sait toujours que le poste de tackle, c'est souvent Il est très à compliqué Détroit. de passer du college à la NFL. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui disaient que Burrow allait se faire tuer sans protection. Au final, la ligne tient bon cette année pour l'instant. Et Chase lui offre une solution en profondeur. Donc pour l'instant, le choix s'est avéré payant pour les Bengals. Ouais, même si, franchement, je trouve que Sewell a pas fait un mauvais début de saison, mais simplement il est Ouais. dans la mauvaise équipe aussi, quoi. C'est que, Oui, oui, là, c'est surtout Détroit, qu'il est il y dans a la mauvaise rien équipe, qui hein. marche. Mais j'ai regardé un peu, ouais, il a pas été trop mauvais, mais c'est vrai que entre son impact et l'impact de Chase, il y a pas photo. Mm. Ouais et pour le coup, c'est vraiment intéressant ce que tu as soulevé, Michael, sur les Chargers et les Bengals parce que
c'est vraiment une refonte totale, mais même une refonte de la culture, en fait, de la franchise puisque, les Bengals ont changé d'uniforme, ils ont un petit peu laissé partir tous les vieux joueurs qui faisaient un petit peu cette équipe qui rappelaient un petit peu les mauvais jours de cette équipe. Il y a vraiment un reset quoi, un changement total de culture et je sais plus quelle journaliste, américaine avait dit qu'elle avait jamais vu une franchise NFL changer de culture aussi rapidement que les Chargers avec, Brandon Staley et ce jeu très positif. Mais je pense qu'on peut aussi rajouter sans aucun souci les Bengals qui ont vraiment affiché cette volonté d'être une nouvelle franchise pour 2021 et ça marche, hein, clairement, hein. Et puis voilà, Ja'Marr Chase, il a tout pour lui, hein. Il est très rapide, il est vraiment capable aussi de faire des catchs physiques, il crée beaucoup d'espace en profondeur. Souvent, il est pas beaucoup marqué parce qu'il crée beaucoup d'espace avec son cut. Il laisse souvent les cornerbacks sur le carreau. Sa connexion avec Joe Burrow est parfaite. Ils ont marché sur le college football en 2019. C'était vraiment une équipe impressionnante. Et pour le coup, les deux receveurs de cette équipe-là, qui étaient Ja'Marr Chase, les deux gros receveurs, et Justin Jefferson, qui est excellent avec Minnesota lui aussi. Voilà, on les revoit et puis on voit cette équipe-là qui a écrasé complètement une grosse année de college football en 2019, porter un petit peu des équipes NFL. Ouais, complètement, ouais. Et, C'est clair. et juste avant de conclure, parce que je vois qu'on en est déjà à près d'une heure de podcast, ça passe vite. On va souligner une fois de plus l'extraordinaire longévité du GOAT, Tom Brady, qui a encore fait un match stratosphérique jeudi contre les Eagles. Alors, c'est pas un match, il n'a pas lancé 600 yards, mais moi, je suis impressionné par la vitesse et par la vitesse de sa prise de décision dans sa poche. Il y a plusieurs moments où la pression arrive sur lui parce que la défense des Eagles, cette année, je la trouve plutôt intéressante. Et j'avais hâte de voir ce match justement pour voir comment il allait réagir. Et il te lance le ballon à une vitesse. Alors forcément, comme on disait tout à l'heure, c'est plus facile quand tu as AB, Mike Evans, Chris Godwin, etc., etc. Et puis Léonard Fournette qui a fait un travail incroyable au sol. Mais il est toujours là, quoi. Semaine après semaine. Pour l'instant, si on devait faire un power ranking du MVP, moi je le mets tout en haut de ma liste. Ouais, en tout cas, c'est vrai on parlait de changement de mentalité. Pour moi, le changement de mentalité dans une équipe le plus impressionnant que j'ai vu, c'est vraiment les Bucks l'année dernière, Mhm. avec Mm. l'arrivée de Brady et du Gronk, évidemment, parce que il a forcément eu lui aussi un impact. Mais ce changement de mentalité, c'est devenu une équipe vraiment de joueurs surmotivés, prêts à battre tout le monde. Et ça, je trouve ça assez impressionnant comment il a amené ça dans cette équipe et cette culture de la gagne constante. Pour un mec qui, quand tu le vois comme ça, ne paraît pas être un grand leader, mais qui, pour autant, il fait son job, quoi. Il fait son job de capitaine, de GOAT, et c'est sûr que je trouve qu'il a une bonne équipe autour de lui, il a une bonne ligne offensive, ça lui laisse du temps aussi pour décider. Et un joueur comme ça, quand il a du temps et quand il a des cibles comme il a là, c'est juste un régal. Et d'ailleurs, on voit que son jeu est devenu beaucoup plus offensif et agressif que quand il était aux Patriots. Ouais, je suis vachement surpris par le nombre de ballons qu'il lance chaque semaine. Ouais, Il lance énormément de ballons. À chaque fois, on est quasiment au-dessus des 40 à chaque match. puis il lance Et, pas à comme 5 tu yards, dis, hein. ouais, non, il a encore un bras qui permet de lancer des balles en profondeur. Et comme tu dis, sur son côté leader dans le vestiaire, il a réussi à vraiment inculquer une culture de la gagne. On voit des mecs comme Antonio Brown qui sont quand même, enfin, AB, j'adore le joueur qu'il était aux Steelers, mais il a quand même traîné pas mal de casseroles pendant plusieurs années. Et Ouais, là, c'est il a clair. réussi vraiment à le canaliser. Et c'est devenu, enfin, il est passé receveur numéro un, AB à Tampa. Même des mecs comme Fournette, c'était pas non plus un running back élite. Je pense que le changement, c'est vraiment mental parce que le talent des joueurs, bon, Brady n'y est pour rien. Mais de changer d'inculquer cette culture de la gagne. On voit des fois Mike Evans qui était le receveur numéro un avant l'arrivée de Brady à Tampa. Des fois, il touche 2 ballons dans le match, des fois même pas, il est même pas ciblé et il fait pas la gueule, il va pas se plaindre dans les médias. Voilà, ils sont tous là pour une seule chose, c'est le titre. Et ça, c'est grâce à Brady qui leur a bien inculqué. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Du coup, Morgan, on va conclure sur ça. Pour l'instant, ton MVP, c'est Tom Brady?
Ouais, pour l'instant, ouais, je le mets. Évidemment, il y a pas que lui. On peut citer Kyler Murray qui fait un début de saison incroyable, Mhm. qui est peut-être même plus crédible en MVP pour l'instant que Brady. Mais Brady, en fait, c'est un tout. C'est vu les circonstances, vu son âge, en fait. On ramène toujours à son âge. Depuis 10 ans, on ramène tout à l'âge de Brady, mais c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait, quoi. Et c'est un gestionnaire incroyable. Donc pour l'instant, ouais, je mets Brady en haut de mon power ranking MVP. Michael, ton MVP? Pour l'instant, objectivement, je dirais que les choses, enfin pour moi, les chiffres et les prestations pointent vers Murray, clairement. Ce qu'il a fait depuis le début de saison avec les Cards, franchement, chapeau parce que je les aurais pas cru invaincus à ce stade. Mais ma petite préférence irait vers Dak Prescott. J'aimerais bien qu'il lutte un peu pour le titre de MVP. J'adore ce joueur. Ce Ouais, serait une moi belle aussi. histoire. Ouais. Ouais, Ouais, ce en serait tout génial. cas, Bon, le il est comeback vraiment player, bien ce sera parti. pour lui. Hein. Ouais, il y a Ouais. pas de doute. Ça, Bureau, je pense ce que sera c'est. peut-être un petit peu quand même, mais ouais. Mais bon, il est quand même beaucoup au-dessus, beaucoup trop au-dessus de la mêlée avec les Cowboys. Ouais. J'ai envie de vous proposer Lamar Jackson, pour moi, en MVP depuis le début de la saison, parce que je trouve quand même qu'il porte cette équipe des Ravens un petit peu tout seul, hein, parce qu'il n'y a pas du tout le support à la course qu'il y avait auparavant, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de se révéler, et ça montre vraiment la force et la culture de ce programme, enfin de cette franchise. Et ils sont premiers de l'AFC, dans une AFC quand même qui commence assez fort. Et je suis vraiment très impressionné par ses performances et il me plaît beaucoup. Chaque semaine, je suis impressionné par Lamar Jackson. Je ne fais pas partie de ceux qui le critiquent en général. Je trouve que c'est quand même un quarterback qui montre beaucoup de choses positives et qui sait utiliser ses qualités à la course. C'est pas juste un coureur, hein, clairement. Hein. Je trouve un très bon passeur et un passeur efficace et rapide. Et je suis vraiment content de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Ouais, c'est vrai que contrairement à Brady et à Kyler Murray, Lamar est un peu seul au monde en attaque, que ce soit au niveau de la course où tout le monde s'est blessé avant la saison, et même au niveau des receveurs, franchement, c'est pas, il a aucun receveur, il mérite mieux, quoi. Que ce soit Marquise Brown ou ils ont fait venir Sammy Watkins, Ouais. mais je sais plus, c'était pas le dernier match, mais celui d'avant où alors je sais plus si c'était Watkins ou Brown, mais qui drop un nombre de ballons. C'est Brown. Ouais, c'était Brown, ouais. Ouais, c'était Brown. Et Lamar faisait que lui donner des caviars et il dropait des ballons même dans la end zone. Enfin, C'est pour donc ça ouais, qu'il envoie Lamar tout sur Mark Andrews maintenant. ouais, voilà, Mark Andrews au moins c'est les mains fiables, c'est le tight end solide, quoi. Ouais, c'est un Mais super joueur. ouais, Lamar et pour l'instant il est pas loin dans la discussion du MVP. À voir où Baltimore finira la saison. De toute façon, c'est ça qui décidera, hein, que ce soit pour Brady, Murray ou les autres, c'est où tu arrives à amener ton équipe qui décidera de Attention, ta il y a autre récompense. chose. Hein. On parle pas de Derek Henry, mais il est sur des chiffres records. Il Mhm. peut Ouais. battre le nombre de yards au sol et le nombre de touchdowns sur une année cette saison. Donc, c'est pas dit qu'il rentre pas à un moment donné s'il continue comme ça dans la course au MVP. Parce que s'il bat les deux records, à mon avis, il sera vraiment pas loin du trophée. Il sera dans la discussion, mais le problème, c'est comme on disait en ouverture quand on a parlé du match contre les Bills, c'est que son problème, c'est qu'il joue aux Titans, quoi, et que les Titans, niveau défensif, c'est désertique, et que si si les Titans finissent la saison avec 10 victoires, 7 défaites, est-ce que tu peux nommer un mec MVP, même s'il il a couru 2 milliards? Ça, c'est la question. Problème de Barry Sanders aux Lions Ouais, voilà, c'est toujours le problème des mecs pendant des années. exceptionnels dans une équipe moyenne, quoi. C'est ça. Ouais, c'est clair. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast NFL The Free Agent. Merci Morgane pour ta première sur le podcast. Ben, merci à vous, c'était super, on remettra ça. Merci Michael, même si toi tu es un habitué du podcast et du tailgate. Merci à vous les gars, ouais, on essaie d'être là. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, merci à tous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast. Ce soir à 20h45, il y a un épisode spécial du Step Back, l'émission NBA avec Fred Weiss, donc à ne pas rater ça sous aucun prétexte. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast NFL sur The Free Agent. Salut!